Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ravi de pouvoir vous présenter en avant-première aussi les résultats de ce travail, puisque les rapports vont sortir au fur et à mesure. D'autres personnes ont été missionnées. On peut mentionner Véronique Bédaille, Christophe Robert, qui étaient les co-référents de ce Conseil national de la refondation sur le logement, donc travail sous l'égide du ministère. Ce qu'on a voulu avec Catherine dès le départ, on a des parcours différents, mais ce qu'on a voulu, et on a tous les deux participé à différentes commissions. Ça a été dit, moi j'ai été parlementaire, j'ai participé à la commission Rebsamen en 2021, qui a donné lieu à des préconisations. On ne voulait pas faire un énième rapport qui serve à caler des meubles. Et donc on s'est dit qu'on n'allait pas non plus faire un annuaire des propositions de tous les acteurs de l'immobilier. Elles sont très pertinentes, mais il y a d'autres enceintes, dirons-nous, pour présenter, que chaque acteur puisse présenter sa vision des choses et ses préconisations. Ce qu'on a essayé de faire, et la méthode, ça a été la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire d'abord ouvrir très largement notre groupe de travail, consulter pour voir quels sujets étaient les plus prégnants, et de là, essayer de les creuser, essayer d'avancer pour aboutir, notamment sur des sujets qui, il y a encore quelques années, faisaient tabou. On parlera tout à l'heure, par exemple, de l'encadrement des prix du foncier. Il y a des sujets qui sont plus consensuels, mais sur lesquels on doit avancer. Je pense par exemple au statut du bailleur privé et à comment on incite les Français et les ménages à investir leur épargne dans l'immobilier plutôt qu'ailleurs. Donc ça fait partie des sujets qu'on a creusés. Donc on a demandé à nos participants au groupe qui était au nombre de 78 de nous faire remonter des propositions qu'on a ensuite crash-testées auprès d'experts, de personnalités, des élus, des chercheurs, etc. Puis à partir de ça, on a avancé pour essayer d'élaborer des choses. La commande, elle était très précise, c'était trouver des solutions. Et là, chez vous, disruptifs si possible, qui résolvent des problématiques précises. Donc des problématiques qui sont des problématiques de logement pour les ménages, des problématiques de construction de logements pour les acteurs économiques et des problématiques d'urbanisme plutôt pour les élus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a compris la situation. Pour nous, réconcilier la France avec l'acte de bâtir, c'était s'interroger sur la gouvernance et sur l'économie, et puis réfléchir à ce terme réconcilier. Ça voulait dire quoi réconcilier? Ça veut dire qu'il y avait un malentendu. Donc quel était ce malentendu? Et le malentendu, vous le connaissez tous parce que je pense que vous y êtes confrontés assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de construire et que contre des programmes de logement, il y a de fortes oppositions alors qu'il y a des besoins de logement. On n'est pas non plus d'accord sur ce que sont ces besoins de logement. Est-ce qu'il faut construire 500 000 logements? D'où sort ce chiffre? Est-ce qu'il a été réactualisé? Le soir même du CNR, il y a eu une petite polémique entre les acteurs et puis la direction du Trésor qui n'était pas d'accord du tout sur ce chiffre. Donc on a essayé aussi de voir comment on pouvait mieux le documenter. Et puis on a essayé donc de dégager des grands thèmes de réflexion qui étaient comment on fait un diagnostic, comment on réfléchit à une gouvernance, puisqu'il y a quand même une idée aussi de décentralisation du logement qu'on entend percoler un peu partout, etc., qui vient du haut de l'État, et on ne sait pas très bien comment elle est portée par les différents ministères. Voilà, et on a fait 5 groupes de travail qui étaient le diagnostic, les documents d'urbanisme, la fiscalité, la gouvernance et l'encadrement du foncier, et le foncier. Et voilà, on peut commencer à les... Oui, et peut-être un dernier mot sur la méthode, puisque l'intitulé initial du groupe de travail, c'était Réconcilier la France avec l'acte de bâtir. Avec Catherine, on a décidé de renommer ce groupe Réconcilier la France avec la production de logements nouveaux. Pourquoi la production de logements nouveaux et pas seulement bâtir? Parce qu'en fait, les solutions, elles sont multiples. Il ne faut pas opposer construction, rénovation. Tout à l'heure, on a parlé du PLU bioclimatique. Il va nous falloir transformer des bureaux en logements. Donc, tous les outils à disposition pour massifier l'offre et créer ce choc d'offres dont on parle depuis longtemps, en fait, sont bienvenus. Et donc, on a élargi le sujet à la production de logements nouveaux. Et puis aussi, une chose à quoi on tient tous les deux, c'est qu'il faut peut-être arrêter de parler de crise du logement, parce qu'on n'est plus dans une crise, on est dans une refondation, justement. Et aujourd'hui, et vous allez voir que dans les solutions, ou dans les thèmes de solutions, en tout cas, qui sont remontés, parce que ce n'est pas nous qui les avons inventés, eh bien, il y a des idées nouvelles et des idées
vraiment un peu disruptives qui tombent et qui montrent que peut-être qu'on est au bout d'un modèle aujourd'hui de financement du logement en particulier. Donc la défisque, la spéculation, enfin pas mal de choses dont on se dit que ben voilà, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Il y a peut-être quelque chose auquel il faut réfléchir autour du partage de la valeur. Après tout, on a eu une décennie, vous avez eu une décennie extrêmement euphorique où globalement, tout le monde a fait des affaires formidables. Bon, ben, aujourd'hui, ça va changer, le monde va changer, et c'est quand même à ça qu'il faut se préparer. Donc, pour commencer, le diagnostic et les documents d'urbanisme, on a réfléchi à une proposition de documentation de la demande, puisque la politique du logement, elle est généralement pilotée par la politique de l'offre. On dit toujours il faut construire tant de logements, mais après tout, on ne sait pas très bien ni où, ni pour qui, ni comment et ni combien. En fait, l'idée, c'est de passer par les sites d'annonces immobilières. Donc, c'est un protocole de recherche qui a été mis au point par un chercheur qui s'appelle Alexandre Coulondre et qu'il a déjà travaillé et qui s'appuie sur les flux qui partent des adresses IP des internautes qui cherchent des logements et qui vont vers des annonces. Et ainsi, on peut voir, en tout cas, le souhait. C'est-à-dire que finalement, on réfléchit au désir des gens d'aller dans telle région, de chercher tel type de logement. Alors, ce n'est pas un degré de précision extrêmement fort, mais après tout, ce n'est pas tellement moins précis que les études de marché. Et on peut, en tout cas, identifier, sans tenir compte de l'offre, les souhaits de demande. Donc, en fait, peut-être imaginer qu'il y a des territoires dans lesquels on n'est pas renseigné, qu'il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a pas de système industriel, mais dans lesquels il y a une demande et que peut-être ça pourrait devenir de nouveaux marchés. PLU PLU, oui, les documents d'urbanisme. Là aussi, on a parlé de PLU bioclimatique tout à l'heure. Ce qu'on se dit, c'est que pour réconcilier la France avec la production de nouveaux logements, il faut qu'on puisse donner à tous les acteurs d'un territoire, y compris les habitants, les perspectives de l'évolution de ce même territoire. Aujourd'hui, les documents d'urbanisme, le PLU parmi d'autres, sont des documents qui sont consultés, qui sont connus par les élus, par les acteurs économiques, par quelques associations de riverains qui essaient de voir comment ils peuvent faire des recours qui sont parfois abusifs, mais pourquoi ils sont aussi parfois abusifs? Parce que l'association des administrés se fait parfois trop tardivement, et donc ce qu'on veut, ce qu'on préconise avec Catherine sur la base des remontées qu'on a eues de tous les acteurs, c'est de généraliser le PLU en 3D pour pouvoir donner des perspectives sur le territoire tel qu'il est aujourd'hui, le territoire tel qu'il évoluera selon les volontés. On respecte les volontés des élus, c'est eux qui élaborent le PLU, de dire ben voilà comment on va pouvoir se projeter, de sorte à susciter un peu plus d'acceptabilité sur les projets à venir. Parce que le pire qui arrive aujourd'hui, c'est que les élus locaux sont confrontés à des oppositions avec des Français de manière générale qui estiment que la construction de nouveaux logements et l'arrivée de nouveaux habitants près de chez soi est synonyme de dégradation du cadre de vie et de la qualité de vie. Et donc pour inverser cette tendance, d'abord en termes d'information et de projection et essayer d'embarquer tout le monde, il faut pouvoir vulgariser. On pense que l'outil numérique et le PLU en 3D peut être une dimension importante. Une autre dimension, c'est le fait d'accompagner là aussi les élus locaux face à des Français qui sont plutôt réticents. Et donc les élus locaux sont à l'écoute de leurs administrés. Et puis, vous le savez, dans certaines collectivités, les élus locaux, les maires, se sont fait élire aussi parfois sur des projets politiques qui visaient à ne plus construire. C'est devenu un argument politique, je ne construis plus, votez pour moi, je ne construis plus. Ce qu'on veut faire, c'est pour rebooster aussi, là c'est sur la partie construction, c'est faire en sorte que les maires les plus volontaristes puissent bénéficier d'un soutien financier par le biais de subventions. Alors, on a eu plusieurs discussions sur notamment le fléchage de la TVA, qui pourrait être fléché, le fléchage de la TVA sur la construction neuve, qui pourrait être fléché vers les collectivités. Nous, on opte pour une solution qui nous paraît plus simple et plus en cohérence avec les politiques de l'État, c'est de pouvoir donner une subvention par logement aux élus locaux dès lors que ces élus construisent plus qu'un seuil qui est prédéfini. On prend par exemple ce qui a été construit les 3 ou 6 dernières années, et tout ce qui est au-dessus va bénéficier d'une subvention,
Par exemple, une subvention de 10 000 euros sur un logement de 200 000 euros, ça représente 25% de la TVA. Et donc, on est dans une logique vertueuse de se dire, ben oui, la construction, c'est de nouvelles ressources pour les collectivités. Et surtout, ça permet derrière aux élus locaux de pouvoir dire, ben vous voyez, je construis plus de logements dans la commune, ça va vous être utile parce que ça va être des aménités supplémentaires, parce que je vais participer avec ces nouvelles subventions à rendre votre cadre de vie plus agréable. Si on ne raconte pas une nouvelle histoire aux Français sur justement le développement des territoires et sur l'aménagement, on n'y arrivera pas. Donc le PLU en 3D comme la subvention directe aux maires les plus volontaristes sont à notre sens des mesures qui permettront demain de rendre la construction plus acceptable. Alors après, il y a un autre thème sur lequel on n'est pas arrivé à des mesures hyper concrètes, mais en tout cas, ce qui était intéressant de constater, c'était qu'il y avait un consensus émergent, on ne peut pas dire qu'il était total, hein, mais qu'il est émergent, sur l'idée que finalement, le prix du foncier ne pouvait plus être la variable d'ajustement qui fait que les prix montent. Alors, on dit toujours les logements sont chers parce que le foncier est cher. Non, en fait, c'est parce que les logements sont chers que le foncier est cher, puisque vous savez très bien qu'on fonctionne avec un compte à rebours. Donc, on se fixe un prix de sortie en fonction du marché. Le marché étant calculé par rapport aux autres références ou par rapport au marché de l'ancien, qu'on augmente un peu, puis après on redescend. Puis voilà ce qui reste pour le foncier, sachant aussi que la responsabilité des collectivités n'est pas neutre dans l'augmentation du prix du foncier, puisqu'il y en a un certain nombre qui le mettent aux enchères. Donc l'idée, c'est déjà d'interdire, on pèse nos mots, les enchères sur le foncier public. Une autre idée, c'est de retourner la fiscalité sur le foncier à bâtir. Donc ça, c'est une proposition qui traîne depuis très longtemps, qui a été défendue notamment par Thierry Repentin dans ses diverses fonctions et aujourd'hui comme maire de Chambéry, qui a failli passer puis qui n'est pas passé. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, la rétention de foncier au-delà de 22 ans permet de faire baisser la plus-value, au-delà de 30 ans permet de la faire disparaître. Donc finalement, plus on attend, plus la valeur monte et moins on paye d'impôts. Donc là, l'idée, c'est d'avoir soit une flat tax, soit un impôt progressif qui inciterait à remettre le terrain sur le marché avant qu'il vale beaucoup plus cher et surtout quand on en a besoin. Comme dit Thierry Repentin, quand on change le PLU, on fabrique des millionnaires en fait parce qu'il y a des terrains ou des propriétés bâties qui en bénéficient. Ce qui m'amène à la deuxième proposition qui là est encore plus touchy mais bizarrement, franchement, je ne sais pas si elle vous choquera, mais en tout cas, il y a des promoteurs qu'elle ne choque pas, des aménageurs et des élus, bien sûr. C'est de se dire que quand la plus-value, y compris sur une résidence principale, est apportée par un investissement de la collectivité, donc évidemment on pense à un tramway, la présence d'une gare, mais pourquoi pas aussi un parc, pourquoi pas aussi un gros équipement, eh bien cette plus-value, ou une partie de cette plus-value, il ne faut pas non plus qu'elle soit confiscatoire, soit repartagée avec la collectivité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si moi je veux déménager, que tout le quartier a monté, que je vends mon bien, eh ben, je ne pourrais pas racheter juste à côté, plus grand, parce qu'on m'aura pris ma plus-value. Ben, en fait, on table quand même sur cette idée pour que les prix diminuent au bout d'un moment. Et puis, l'exemple qu'on cite, c'est aussi... Bon, ben moi, je vends un pavillon à 300 000 euros, j'en sais rien, avec une plus-value de 100 000. Eh bien, je le vends sur le marché, mais si un promoteur veut me l'acheter absolument parce qu'il va densifier la zone, il est capable de me l'acheter 2 fois plus cher. Donc, ce différentiel entre la plus-value dite de marché et puis la plus-value de spéculation, c'est compliqué à établir. Hein. Je ne sais pas comment, il faudrait trouver un modèle mathématique qui permette de le faire. Ou modèle économique plutôt, mais en tout cas cette partie de la plus-value pourrait revenir à la collectivité et franchement c'est une proposition qui on a été nous-mêmes surpris, hein, n'effraie plus personne et finalement il y a pas mal de gens qui se disent ben oui, pourquoi pas. Enfin, c'est quand même assez normal. Donc voilà, on a proposé ça. Et puis une des dernières propositions aussi. Enfin non, il y avait aussi l'idée de faire une foncière d'État. Donc la direction immobilière de l'État
réfléchit à une foncière qui lui permettrait de ne plus vendre ses terrains. Alors, ce n'est pas toujours des pépites, hein, les terrains de l'État, il ne faut pas non plus fantasmer là-dessus, mais il y en a un certain nombre qui se trouvent dans des villes, qui peuvent avoir une valeur intéressante et dont l'évolution est bloquée, y compris par les collectivités. Enfin, l'État et les collectivités ne se mettent pas d'accord. Il y a eu la loi Duflot, ça n'a pas beaucoup fait avancer les choses, et donc aujourd'hui, il en reste. L'idée, c'est que l'État arrête de les vendre et fabrique dessus du logement intermédiaire, du logement social en BRS ou avec des systèmes de démembrement qui permettent de vendre l'usage, enfin de vendre les murs et de garder la propriété du sol. Après tout, Rennes vient de voter un PLH dans lequel ils ont décidé qu'ils ne vendent plus aucun terrain public. Donc, c'est vraiment des solutions qui émergent. Et quand je parlais tout à l'heure de fin d'un modèle auquel on est tous habitués, eh bien peut-être que c'est ce genre d'innovation, en fait, d'innovation d'ingénierie. Ça ne fait pas baisser le coût du logement, il ne faut pas rêver, ça ne fait pas baisser le prix du logement, mais ça facilite l'accès au logement pour des ménages qui n'y auraient pas accès. Et puis, on a évidemment la fiscalité. Et là, je vais laisser à Mickaël le soin de vous expliquer ce qu'on pense du statut du bailleur privé. Exactement. Statut bailleur privé qui est un serpent de mer depuis des années dans le secteur. Aujourd'hui, il y a un consensus pour reconnaître aux propriétaires bailleurs et à l'investisseur un rôle économique et social, puisque quand j'investis, je permets à un ménage de se loger. Donc tout ça, ça doit se valoriser. Les dernières décennies, avec des dispositifs de défiscalisation divers et variés, ont été souvent portés par on a donné le nom des ministres à ces dispositifs. Aujourd'hui, on est dans un moment où il va falloir arbitrer pour se projeter sur le long terme sur deux possibilités. Soit on opte, comme c'est fait assez généralement aujourd'hui, sur de la défiscalisation basée sur de la prime, de la déduction ou de la réduction d'impôts, soit on va vers une logique de tout amortissement. Les deux sont difficilement cumulables si on veut mettre le paquet sur l'investissement locatif. Il faut aussi penser, et c'est notre volonté de faire aussi revenir les bailleurs institutionnels, les investisseurs institutionnels dans le logement, donc avoir des mécanismes qui puissent être utilisés par les bailleurs individuels et les bailleurs institutionnels. Et donc on dresse dans le rapport les avantages et inconvénients des systèmes de défiscalisation actuels. Et la question qu'on pose, et là aujourd'hui, c'est pour ça que le travail devra se poursuivre, c'est que sur la logique d'amortissement, les travaux qui ont été menés pour l'instant ne sont pas concluants dans le sens où si on décide purement et simplement d'arrêter les dispositifs type Pinel, puisque c'est le plus récent aujourd'hui, on craint qu'il y ait un désengagement en réalité sur l'investissement locatif. Et que la logique d'amortissement parle uniquement à des multipropriétaires qui, eux, sont familiers justement des investissements, mais qui nécessitent aussi d'être accompagnés par ailleurs, là où des dispositifs de défiscalisation sont aujourd'hui tellement connus qu'ils permettent, même s'ils ont parfois des inconvénients, on peut leur reprocher un effet inflationniste, il n'empêche que ça parle au plus grand nombre, et y compris des ménages qui investiraient dans leur premier bien en location ou leur deuxième bien, qui ne sont pas dans une logique entrepreneuriale quand ils mettent en location un bien. Et puis, on peut se dire que ces personnes-là ont besoin de cette défiscalisation. Donc aujourd'hui, l'étude d'impact sur l'amortissement, même s'il y a eu des dispositifs tels que le Périsol qui étaient basés sur l'amortissement, Périsol, c'était fin des années 90. Aujourd'hui, on est en 2023. Le monde a pas mal évolué, le secteur du logement aussi. Donc, il faudra trancher cette question et construire la réponse la plus adaptée. Aujourd'hui, on admet qu'on se pose des questions et qu'on n'a pas nous-mêmes tranché, mais ça nécessite d'être mis en débat. Et puis, suite à des discussions aussi avec le cabinet du ministre, l'idée c'était que de toute façon, ces dispositifs, quelle que soit la forme qu'ils prennent, ne se fassent pas sans contrepartie, donc sociale et environnementale. Donc l'amortissement, en disant on va faire un régime de droit commun qui permettra un amortissement sur 50 ans avec 2% par an, sans respect de l'encadrement du loyer, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, sans contrepartie, alors contrepartie environnementale, dans le neuf c'est obligatoire, mais dans l'ancien,
Oui, ça l'est maintenant, mais bon. En tout cas, il y a une volonté forte de la part du cabinet du ministre d'avoir ce donnant-donnant. Voilà. Donc après, juste pour dire qu'il y avait 2 autres groupes dans le CNR, un qui s'appelait Le pouvoir d'habiter, qui était copiloté par Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, et puis Serge Contat, qui est directeur de Emmaüs Habitat, et puis un groupe qui s'appelait Faire du logement la tête de pont de la transition, piloté par Christine Lecomte et voilà, députée de l'Isère. Donc, que va-t-il arriver à ces résultats ? Ces 3 rapports ont été remis au cabinet du ministre, ont été discutés tous ensemble, aussi avec Christophe Robert, Véronique Bédag, le cabinet et le ministre lui-même. Donc c'est entre leurs mains. Ils sont en train, a priori, d'en faire une synthèse. J'imagine que les rapports vont tourner, chacun mener leur vie. Et puis, on verra. Il devait y avoir une grande réunion fin de CNR logement et autres CNR le 28 mars. Bon ben voilà, c'est passé. Faut juste savoir que le CNR logement n'était pas prévu au départ. C'est-à-dire que quand le président de la République à Marcoussis a réuni la société civile, les partenaires sociaux, etc., pour discuter des CNR, finalement, certains ont dit oui, mais on parle d'emploi, l'emploi c'est lié au logement, on parle de santé, la santé c'est lié au logement, on parle de mobilité, la mobilité c'est lié au logement. Ah oui, tiens, faisons un CNR logement. Donc, CNR logement, il y a eu. Oui, juste un message et peut-être une demande. C'est faites vivre ces propositions, que vous y soyez favorable ou défavorable. C'est important qu'il y ait ce débat. Nous, on n'a pas mené ce travail pour rien. Donc voilà, on souhaite que maintenant tous les acteurs se l'approprient. Donc c'est à nous tous de faire en sorte que ces propositions vivent. Il y a un Parlement qui a retrouvé depuis l'année dernière une place peut-être encore plus importante qu'il n'avait avant. Donc les discussions se poursuivent, les députés, les sénateurs travaillent sur de nouvelles préconisations, ils mettent des commissions d'enquête. Donc voilà, le travail est devant nous. Il faut faire vivre le débat. Merci beaucoup en tout cas et on peut les applaudir. Merci infiniment.